collaboration avec Amazon Web Services pour le Grand Ouest de la France. Voilà, on a un territoire plutôt élargi. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence à cet événement interactif conçu pour vous, décideurs, qui vous interrogez sur la transformation digitale de vos entreprises. Alors, on va parler cloud aujourd'hui, et c'est vrai que sur ce sujet, nous observons ces dernières années un virage très important quant à la perception du cloud en France. Historiquement, la migration vers le cloud était très centrée sur la rationalisation des infrastructures et puis toutes les économies qui pouvaient être générées. Enfin bref, tout ça, c'était bien loin des enjeux métiers. Et aujourd'hui, cela a totalement changé. En fait, notamment, je pense que la crise sanitaire a forcément accéléré le repositionnement de cette image du cloud. Le cloud, aujourd'hui, est considéré comme le moteur d'innovation de l'entreprise. C'est un sujet pour transformer le business et ça en fait aujourd'hui une priorité stratégique pour bon nombre d'entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité ou encore sa maturité vers le cloud. Une migration vers le cloud, ça ne c'est pas anodin, ça nécessite une démarche structurée pour optimiser l'architecture cible, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie financière. Et Orange Business Services joue ce rôle en tant que partenaire de confiance et vous accompagne donc dans cette démarche stratégique pour vous. Et Orange Business Services a un statut de partenaire privilégié chez AWS. À ce titre, nous mettons à votre disposition tout un éventail de services extrêmement riches, justement pour vous accompagner. Et pour ce faire, nous avons plus d'une centaine de consultants et d'architectes certifiés qui interviennent dans différentes phases de votre projet. Mais c'est tout ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'attendre plus longtemps, je laisse la main à Sébastien, notre maître de cérémonie, qui va animer cet événement. Merci François pour cette introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites notes techniques et de housekeeping, comme on dit en bon franglais. Nous faisons cette réunion aujourd'hui sur Chime. Vous pouvez poser vos questions de deux façons différentes, soit dans le chat qui est en bas à gauche en principe de votre fenêtre où vous voyez les slides et la vidéo. Donc vous pouvez taper des questions là à tout moment. Je les lirai, je les reporterai au speaker en cours, parce que le speaker ne regarde pas toujours le chat pendant qu'il parle. Vous pouvez aussi, et faites-le, on n'en est pas très nombreux aujourd'hui, donc ne soyez pas timide, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, éventuellement même activer votre caméra et poser la question en face à face, en se voyant, en se parlant, comme on le ferait si on avait la chance de pouvoir être en présentiel. Autre chose, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Alors ce qui est enregistré, c'est le son et les slides, donc la vidéo n'est pas enregistrée, la liste des participants n'est pas enregistrée, mais juste tenez-en compte si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, qu'on vous nomme ou qu'on vous entende dans la vidéo. Ne posez pas de questions, alors pas en tout cas avec votre micro ouvert, uniquement par le chat. Voilà, en principe vous êtes en mute, si vous ne parlez pas, restez en mute. Il y a un petit bouton en bas qui vous permet d'activer, de désactiver votre micro et votre caméra. Ça, c'est pour la partie technique. Aujourd'hui, nous allons parler migration dans le cloud. On va vous montrer des exemples de clients qui ont migré et nous allons avoir une discussion avec un panel d'experts. David Guillaumard, qui est directeur de la practice cloud chez OBS, et François Gentil vont ouvrir cette session. François est Sales Manager entreprise pour AWS. David a un petit souci technique avec sa caméra, donc vous ne le verrez pas aujourd'hui, vous l'entendrez, mais nous dialoguerons avec lui, et puis n'hésitez pas à lui poser vos questions. François est directeur de l'agence entreprise Orange Sud-Ouest et représente ses collègues Grand Ouest aujourd'hui, merci d'être là. Et puis tout à l'heure, nous parlerons expérience client également, et nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Émeric Chaise, qui est CIO de ProtectLine. On vous expliquera ce que c'est que ProtectLine, ce qu'ils font avec le cloud, pourquoi ils ont choisi OBS et AWS. Émeric, merci d'être là. On parlera d'un deuxième témoignage client également. Le client n'a pas pu être là, donc c'est David qui nous en parlera. C'est un client que OBS a accompagné dans sa migration cloud. Voilà pour
les gens qui sont autour de la table et à qui vous pouvez poser des questions. Et on va essayer de découper ces 2 heures de webinaire, un peu moins de 2 heures de webinaire, en 3 parties. La première partie, une discussion, une table ronde entre François d'AWS et David d'OBS, en expliquant, selon eux, et les laisser partager leur expérience, selon eux, quels sont les facteurs de migration vers le cloud, qu'est-ce qui fait qu'une migration est réussie ou pas, donner des types de clients qui migrent vers le cloud. Deuxième partie, on écoutera Émeric et son témoignage, son retour d'expérience de la migration de Protect Line, et puis un deuxième témoignage client qui sera expliqué par David Guillaumard d'OBS. Et puis à la fin, on veut évidemment laisser du temps pour vos questions. Vous ouvrez le micro, vous expliquez vos challenges, vous posez vos questions à nos experts. Soyez pas timide, prenez la parole. Vous avez l'occasion d'avoir un panel d'experts aussi bien d'OBS que d'AWS en face de vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même des questions précises. On essaiera d'y répondre le mieux possible, ou de faire un suivi avec vous si on n'a pas le temps dans cette session, ou si c'est trop précis ou trop spécifique pour vous répondre. Mais donc, il n'y a pas de questions tabou, nous sommes là pour répondre. L'idée, c'est que vous partiez d'ici sans avoir de questions qui restent dans un coin de votre tête. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'introduction. Je vais proposer à François d'AWS, le François en blanc, François en bleu et François en blanc, et David de prendre le micro, de me rejoindre virtuellement sur cette scène virtuelle. Donc, messieurs, merci d'être là. François, tu t'occupes des clients entreprises en région chez AWS. David, tu es le directeur de la pratique cloud d'OBS, pratique cloud AWS chez OBS. Donc, vous travaillez tous les jours avec des clients qui décident de migrer vers le cloud. Quelles sont, selon vous, les principales raisons qu'ont vos clients qui migrent vers le cloud? Et on peut peut-être commencer avec David. Oui, bonjour à tous. Donc, désolé pour le problème de caméra pour aujourd'hui, mais j'espère qu'au moins vous m'entendez bien. On t'entend bien. Donc, ok. Effectivement, donc, pourquoi migrer dans le cloud? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses différentes, hein, mais on voit quand même plusieurs grandes réponses se détacher. On a vu historiquement beaucoup de migrations qui étaient liées à de l'optimisation des coûts, un petit peu ce qui était raconté en introduction. Et on voit que de plus en plus, les gens migrent pour pouvoir se concentrer sur leur métier, par exemple. Donc ça, c'est le cloud permet de se détacher de tout ce qui est matériel, et donc permet d'avoir un panel de compétences un peu moins large à avoir dans son équipe, hein, pour pouvoir maintenir tout son data center. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel Émeric passera un petit peu de temps, puisque je sais que chez Protect Line, ça avait été un aspect important. C'est beaucoup de l'amélioration du time to market, essayer de gagner du temps au lancement des projets, donc surtout sur les projets d'innovation. Donc, je penserai notamment à des clients qu'on a accompagnés. On peut citer Kerling, par exemple, qui avait vraiment cette motivation, puisqu'ils travaillent dans des devices donc IoT, et ils avaient des déploiements qui étaient assez longs historiquement, et le fait de migrer vers AWS avait permis d'automatiser une bonne partie de leur déploiement, et de passer de déploiements qui duraient plusieurs jours à des déploiements qui étaient faits sur la journée. Donc une vraie optimisation qui leur avait permis de gagner du temps. C'est aussi beaucoup pour pouvoir accéder à de la résilience, donc développer des applications, déployer des applications qui sont nativement déployées sur plusieurs data centers. Chez AWS, c'est très facile à faire, et c'est quasiment impossible à faire pour les entreprises de taille raisonnable. Et je pense que c'est un petit peu le résumé qu'on peut faire, c'est que grâce à des outils comme AWS, aujourd'hui, on peut être une PME et avoir accès à des outils qui sont ceux qui étaient avant réservés à des grands groupes. Et je pense encore peut-être à des sujets qui sont très importants. Quand on passe dans le cloud, on a aussi accès à des outils qui permettent de valoriser sa donnée, donc de mieux exploiter les données qu'on est capable de générer. Et c'est souvent une des grosses motivations qu'on voit chez nos clients. Comment mieux exploiter les données, comment, grâce à des outils
qui étaient avant très compliquées à installer et maintenir on-premise, comment exploiter ces outils pour mieux sortir de la valeur de ces données. Et puis il y en a un qui est peut-être un peu plus contextuel ces temps-ci, c'est le travail à distance. Depuis le début de la crise du Covid, on a eu pas mal de demandes autour des solutions de VDI ou de travail à distance. T'as cité 6-7 raisons, je ne vais pas toutes les répéter évidemment, mais je retiens quelque chose que tu as dit, donner à toutes les entreprises les mêmes outils que ceux des grandes entreprises. Les systèmes informatiques, les systèmes IT qui étaient autrefois réservés à de très grandes entreprises sont maintenant à la portée de tout un chacun avec quelques clics dans une console, éventuellement juste une carte de crédit et on peut démarrer. Mais sinon, coût et aussi se concentrer sur son métier. Mais tu as raison, on va en reparler avec Aymeric un peu plus tard. François, côté AWS, les clients qui migrent sur le cloud te donnent les mêmes raisons? Alors oui, merci David. Je voulais revenir aussi sur qui sont les clients qui migrent finalement. C'est intéressant justement pour parler du marché. Et c'est tous les clients qui migrent. Il n'y a pas de profil type, je dirais, d'entreprise adaptée pour faire du cloud, que ce soit une start-up évidemment qui ne se pose pas franchement la question de construire des data centers et d'investir dans du matériel. Mais quel que soit le secteur, la taille de l'entreprise, l'historique, toutes les entreprises aujourd'hui vont ou ont migré effectivement dans le cloud. Donc c'est vraiment une solution uniforme qui permet à toutes les entreprises effectivement d'accéder à des technologies. On ne parle plus franchement d'informatique, mais de technologie, parce que là, ça dépasse vraiment le cadre de l'informatique d'entreprise. On est bien au-delà du serveur, du stockage, des bases de données qui font partie effectivement intrinsèque de l'offre AWS, mais on accède aussi à des services très avancés. Et je vais aller plus loin, c'est pas tant seules les grandes entreprises y avaient accès, c'est que c'est presque des technologies qui étaient inaccessibles, même pour des grands groupes, en tout cas à gérer on-premise. On parle effectivement d'IoT, on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, de toutes technologies qui vont tourner autour de la data, mais c'est aussi effectivement de faire de la VDI à la demande, c'est aussi de pouvoir technologiser, si je peux utiliser ce terme, ces chaînes de production, sa logistique. Bon, donc ça va effectivement bien au-delà de ce qu'on pouvait trouver dans un système d'information traditionnel, quelle que soit la taille du groupe. Après, pour revenir par rapport aux drivers qui font que les entreprises vont dans le cloud, alors le premier driver, je veux dire le premier sujet qui permet aux entreprises de démarrer, c'est effectivement la réduction des coûts. On sait à quel point en ce moment c'est un sujet important. Il faut pouvoir prouver effectivement d'une certaine réduction de coûts, donc c'est le premier driver, mais il faut surtout avoir à l'esprit que cette partie-là, réduction des coûts, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. C'est que les gains de migration dans le cloud sont 6 fois plus gros que finalement la réduction des coûts IT. C'est tout ce qui est business impact, donc j'en ai parlé avec l'utilisation de technologies avancées qui vont permettre de différencier le métier, d'apporter des usages nouveaux, de transformer aussi quelquefois le métier de l'entreprise et de digitaliser globalement l'entreprise et les services qu'elle offre à ses clients. Donc les gains sont effectivement très larges et c'est gagner en marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez migrer dans le cloud, il y a plein de tâches que vos équipes ne feront plus et vont pouvoir justement se focaliser sur l'offre qui est disponible dans le cloud, à savoir toutes les offres technologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, donc sur lesquelles ils vont pouvoir investir, je pense en compétences, pour proposer des solutions innovantes à leur métier et finalement pouvoir fournir des solutions. Et c'est le dernier avantage aussi du cloud et ce pourquoi les entreprises vont vers AWS, c'est de pouvoir finalement dérisquer ce qu'elles vont tester. À partir du moment où vous êtes sur un modèle à la demande en self-service, effectivement, vous ne prenez pas le risque d'investir, d'acheter une solution sur 36 ou 60 mois. Vous allez pouvoir tester une solution IoT, vérifier qu'elle fonctionne. Si ça fonctionne bien, passez à l'échelle. Ou si ça ne fonctionne pas, la jeter, l'arrêter et passer à autre chose. Donc ça fait partie aussi donc c'est l'agilité que permet le cloud.
Et réduire les risques, c'est souvent un facteur d'innovation aussi. On dit que si on peut essayer plus souvent avec un coût d'entrée plus faible et un coût de sortie nul, on va essayer plus de choses. Et donc statistiquement, dans tout ce qu'on essaye, il y aura plus d'innovation, plus de réussite également. Vous avez tous les deux mentionné les coûts. J'y reviendrai parce que je voudrais être concret pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, pour vous qui nous regardez aujourd'hui, de voir comment on peut réduire les coûts et pourquoi le cloud coûte moins cher que des infrastructures on-premises. Mais avant, François Dupont, en bleu, avait mentionné un partenariat entre OBS. David, c'est quoi ce partenariat entre OBS et AWS et en quoi ça bénéficie à vos clients? Alors, effectivement, ça fait longtemps qu'on a un partenariat avec AWS, mais on a un petit peu accéléré l'année dernière, puisqu'on a signé un accord de partenariat stratégique pour AWS et pour EBS, puisqu'on en sentait l'opportunité et le besoin. Comme vous le savez peut-être, Orange Business Services propose ses propres offres de cloud et cela depuis déjà pas mal de temps. Et donc parmi nos clients, en fait, on a des clients qui utilisaient nos plateformes et qui aussi regardaient des espèces de bouquets de plusieurs solutions pour répondre à différents besoins. Et parmi ces solutions, il y avait AWS. Donc on a commencé à travailler un petit peu comme ça sur les technologies AWS. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il nous fallait plutôt adresser un marché multi-cloud où nos clients ont des besoins de plateformes qui est appelée cloud de confiance, donc sur lesquelles on gère tout, et puis des plateformes qui sont peut-être plus en avance en termes d'innovation, qui ont les services dont on parlait tout à l'heure, qui étaient présentés par François autour de l'IoT, autour de la donnée, qui sont très très en avance sur ce qu'on peut proposer. Et donc avoir ce bouquet de services, ce bouquet de différentes solutions est vraiment très important pour nous. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir ce partenariat stratégique qui nous permet de former très massivement nos équipes et d'avoir pour les projets sur lesquels on intervient pour nos clients, on intervient avec une présence d'AWS également, et donc comme ça on est sûr d'apporter à nos clients à la fois l'expertise de nos équipes, mais également le support de l'éditeur de la solution, donc le support d'AWS avec la compétence aussi des équipes AWS qui sont très fortes. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir ces deux aspects-là. Et côté AWS, François, le fait de pouvoir compter sur des grands partenaires locaux comme OBS, c'est également important pour nos clients? Oui, effectivement. Alors, c'était presque une évidence pour nous, ce partenariat avec OBS. La capacité, alors évidemment, j'allais dire le maillage du territoire par OBS, l'historique finalement, la présence historique chez les entreprises sur des sujets très divers. Mais la complémentarité, on la trouve surtout sur la capacité effectivement d'OBS d'accompagner les clients à embrasser une stratégie cloud et tenir compte d'un existant on-premise avec des technologies existantes, des technologies en place qui sont maîtrisées par OBS. Donc de pouvoir effectivement hybrider, j'aime pas trop ce terme, mais d'hybrider effectivement le on-prem avec le cloud, donc pouvoir démarrer. OBS va être capable d'accompagner le client sur la stratégie effectivement de migration et sur la stratégie dans le temps, comment y aller, soit progressivement, soit en Big Bang, et pourquoi justement. Donc c'est le conseil aussi que va pouvoir apporter un OBS sur le sujet. Un des points clés, ça va être d'avoir la stratégie de sécurité aussi dans le cloud. Toutes les technologies de sécurité sont disponibles dans le cloud, encore faut-il bien les utiliser, et là OBS va aussi pouvoir accompagner le client sur le fait d'améliorer sa sécurité. Et puis le dernier point, c'est vrai que quand on démarre dans le cloud, on n'a pas forcément encore les bonnes habitudes, la bonne expérience pour opérer correctement, et OBS peut effectivement apporter le maintien en condition opérationnelle des systèmes hébergés sur AWS ou des applications effectivement qui sont sur AWS à la place du client, ou en tout cas en partenariat avec le client pour lui permettre de voler de ses propres ailes par la suite. Donc pour nous, c'est un mariage de bon sens. Qui faisait parfaitement du sens. Je reviens sur les coûts, parce que vous avez tous les deux mentionné les coûts, réduction de coûts. Et
Je parle souvent avec des clients, parfois des clients qui viennent de migrer vers le cloud, et on entend un peu tout et son contraire en matière de coûts. J'entends aussi beaucoup de clients qui nous disent ouais, on a regardé, on a fait des estimations. Si je porte exactement mon infrastructure telle qu'elle, ça va me coûter beaucoup plus cher sur AWS qu'on-prem. Voire même, j'entends des clients qui disent la première facture a été une douche froide. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Donc, pourquoi est-ce que certains clients disent on économise énormément et d'autres nous disent non, c'est plus cher? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cloud soit cost-effectif, de nouveau pour parler franglais, que le cloud coûte effectivement moins cher? François, puisque tu parlais, je te laisse continuer. Alors, il y a plein de bonnes pratiques. Je vais essayer de résumer ça. Le cloud coûte systématiquement moins cher à partir du moment où il est correctement utilisé. Ça c'est une vraie chose. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Je pense que tous les clients AWS, j'allais dire historiques, pourront témoigner de ça. Même un premier projet peut être très efficace d'un point de vue coût. Si je prends par exemple CMA CGM qui a migré son SAP sur AWS, et c'était leur premier projet, ils ont économisé 30% tout de suite en migrant, en faisant un lift and shift. Donc c'était vraiment, là ils poussaient, j'allais dire, des machines virtuelles et du stockage de manière optimisée, avec effectivement des systèmes qu'on arrête la nuit quand c'est pas de la production, qu'on arrête la nuit et le week-end, avec des optimisations, des réservations de capacité, bref, avec beaucoup d'éléments qui permettent effectivement d'optimiser. Là où on va gagner dans le cloud, c'est en ne faisant pas de la même manière qu'on le fait on-premise. C'est un point important. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu balayer les codes qu'on a depuis 10, 20 ou 30 ans dans son système d'information traditionnel, puisqu'on utilise de la ressource jetable. Vous êtes, quand je dis jetable, c'est pas péjoratif, c'est que vous, effectivement, vous allez consommer de la ressource, et puis quand vous n'en avez plus besoin, vous la libérez et vous la reconsommerez, puisqu'elle sera de toute façon disponible quand vous en aurez besoin. Donc c'est une autre démarche. On ne laisse pas tout allumer tout le temps comme on peut l'avoir dans un data center traditionnel. Et même quand on fait appel à des sociétés externes de hosting, où vous allez payer votre machine pour 36 mois, là, vous allez payer votre machine à l'heure, voire à la seconde. Donc, il n'y a aucun intérêt, effectivement, de maintenir des capacités allumées. Et tout ça, ça s'automatise. Donc, c'est pour ça que le conseil et l'accompagnement est important aussi, puisque OBS va être capable de vous accompagner, effectivement, sur l'automatisation et c'est ce qui est illustré dans la slide, c'est d'aller au-delà du pay for what you use, donc d'aller au-delà de consommer ce dont vous avez, j'allais dire, ce que vous avez utilisé, mais c'est d'aller vers ce dont vous avez besoin. Et c'est encore l'étape d'après. Et là, OBS sera ravi de vous accompagner sur ces sujets-là. Oui, ma grand-mère me disait toujours éteins en sortant, et finalement c'est appliquer cela à son informatique ou à ses services, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Il y avait autre chose sur le slide aussi, il est marqué CAPEX versus OPEX. Tu peux expliquer un tout petit peu plus ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de dérisquer, effectivement. Donc vous allez payer finalement chaque mois sur un système de consommation. Donc, c'est des frais de fonctionnement finalement. Ne plus investir sur 36 ou 60 mois, acheter un matériel, s'engager, s'assurer d'ailleurs que ce matériel tiendra la charge sur les 36 à 60 mois, ce qui est un exercice relativement complexe. Et là, vous allez juste consommer au mois le mois exactement ce dont vous aviez besoin chaque mois. Si bien que vous pouvez vous retrouver à payer une facture dans 6 mois qui soit moins chère que celle de maintenant, parce que dans 6 mois, il y a moins d'activité, parce qu'au mois d'août, il y a moins d'activité, parce que... Voilà, donc vous allez avoir une facturation au plus proche de ce qui est réellement consommé chaque mois. Donc ça, c'est vraiment le modèle de consommation cloud. C'est ça qu'on appelle la consommation à la demande, et donc des expenses, des frais opérationnels et non des frais de capital dans lesquels il faut investir et amortir sur plusieurs années. David, comment vous accompagnez vos clients en matière d'économie de coûts quand ils vont dans le cloud? Alors là encore, on peut mettre pas mal de choses en place, mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui reviennent tout le temps et qui sont très importants.
c'est vrai qu'on arrive toujours à faire mieux, à dépenser moins dans le cloud que ce qu'on faisait on-premise, mais ça reste, ce n'est pas de la magie. Le cloud, c'est pas de la magie, donc il faut vraiment mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Donc en général, c'est ce qu'on commence à faire, définir un peu une stratégie de comment on va migrer, comment on va essayer d'exploiter les services d'Amazon pour réduire un petit peu cette facture, commencer à montrer qu'on va pas faire exactement pareil qu'avant. Et souvent, ce qui est facile au début, c'est de commencer par faire de la chasse au gaspillage. Donc, je reviens sur ce que disait François avec ce dont on a besoin et ce qu'on utilise actuellement. Donc là, on essaie de faire la différence entre les deux. Et puis, comme on est dans le cloud et qu'on peut très facilement reprovisionner des nouvelles machines quand on en manque, on n'a plus des délais de commande ou de choses comme ça liés au matériel. Ça permet de dimensionner au plus juste et de s'adapter si jamais on manque de ressources. Donc ça, c'est un premier élément qui est très facile à mettre en place. Et puis après, on essaie de s'appuyer beaucoup sur les services natifs d'Amazon qui nous permettent de réduire beaucoup les coûts d'opération et en utilisant convenablement des fonctionnalités comme par exemple l'autoscaling qui permet d'adapter la consommation, donc les ressources qu'on réserve sur Amazon avec le nombre de clients qu'on a par exemple, donc la charge réelle de notre application. On arrive à avoir des coûts qui suivent réellement l'utilisation de notre plateforme. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir assez rapidement une chasse au gaspillage optimale, on va dire. On met très vite en place aussi des services donc ce qu'on appelle des services plans sur AWS, donc des instances, on réserve des instances, on réserve des capacités pour payer moins cher. Et puis déjà à ce moment-là, en général, on a réussi à bien optimiser les factures, mais on peut aller plus loin en essayant de travailler sur une transformation réelle des applications, voir peut-être certains endroits de l'application où on pourrait réarchitecturer pour mieux tirer profit des services natifs d'Amazon. Mais c'est un travail de plus longue haleine et quand on a fait déjà les premiers pas, on arrive déjà à gagner beaucoup d'argent. Et pour finir, je dirais aussi qu'un des aspects importants, c'est que dans le cloud, le coût est très transparent. Donc, on a des factures très détaillées qui nous permettent de savoir vraiment d'où viennent nos dépenses. Et donc, c'est très important de mettre en place dès le début des stratégies de type FinOps, donc des missions qui sont appelées FinOps, qui sont de l'optimisation financière. Donc, tous les mois, on aide des clients à regarder un petit peu ce qu'ils consomment, à comprendre d'où viennent les coûts. Et quand je dis d'où viennent les coûts, ça peut être quel service Amazon consomme beaucoup d'argent, donc où est-ce qu'on va chercher à optimiser, mais on peut aussi découper les applications de nos clients par briques fonctionnelles et regarder quelles sont les briques fonctionnelles qui coûtent le plus cher et essayer de voir si on peut pas en optimiser certaines. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et c'est important d'y penser dès le début, donc et cette fois-ci d'avoir un regard externe qui permet d'avoir un regard un peu critique sur ce qui est fait et de proposer des améliorations qui ne sont pas forcément évidentes à voir quand on a le nez plongé dans le quotidien du développement des applications et de l'opération. C'est un nouveau métier aussi, en parlant à des clients, de plus en plus, certains me disent qu'ils développent des rôles dits de FinOps, Financial Operation, comme il y avait DevOps, enfin il y a toujours DevOps, il y a FinOps aussi, et si vous allez sur les réseaux sociaux professionnels, genre LinkedIn ou quoi, vous allez voir de plus en plus de rôles autour de FinOps. Je parlais à un très grand client français qui a même des personnes dédiées qui font que ça, regarder les factures AWS et les optimiser. Si vous voulez poser des questions, je vois que le nombre de personnes qui se connectent continue d'augmenter un peu pendant qu'on parle. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez deux moyens pour poser des questions en matière de coûts, par exemple, et comment économiser les coûts. Soit vous les tapez dans le chat qui est en bas à gauche de la fenêtre, soit vous ouvrez votre micro, éventuellement votre caméra, et vous venez poser les questions devant tout le monde. Je rappelle juste que c'est enregistré. Donc, si vous parlez, on aura enregistré votre voix également. Si vous souhaitez ne pas mentionner votre nom, vous tapez les questions et je lirai les questions à nos panélistes, à nos intervenants. On a parlé coûts, on a parlé migration.
Je suis étonné que ni l'un ni l'autre, il y a un mot qu'on n'a pas encore mentionné, et pourtant avec coût à peu près au même niveau de priorité pour les clients. Souvent, ça fait partie de la discussion dès le début. C'est la sécurité des données. Alors sécurité, c'est beaucoup de choses, et c'est un terme qui recouvre des réalités différentes en fonction de à qui on parle. Mais François, la sécurité, c'est la première priorité d'AWS? Alors oui, évidemment, je veux dire que sans la sécurité, même le business d'AWS n'existerait même pas. Donc oui, c'est la priorité. Alors c'est marrant parce que moi j'ai démarré chez AWS et je m'occupais d'une partie du secteur financier. Donc j'ai eu la chance d'accompagner des entreprises du secteur dans des projets, voire des migrations massives. Je pense à typiquement Euler Hermès ou Euronext, qui ont fait le choix effectivement d'AWS pour des données très critiques ou des applications très critiques, ou de reconstruire même des applications nouvelles et de se digitaliser. Donc oui, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 d'AWS. Avant même de designer un produit ou de le lancer, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est ça. En s'appuyant sur AWS, les entreprises bénéficient d'une meilleure sécurité. Et on a des tas de témoignages autour de ça, hormis ceux que je viens de vous citer. Vous allez bénéficier nativement d'énormément de services de sécurité disponibles sur AWS. Et dans notre ADN, il est très important, on n'a pas souhaité que la sécurité soit une décision liée à un coût. Donc tous les services de sécurité sont gratuits ou quasiment gratuits sur AWS. Quand je dis quasiment gratuit, c'est que chiffrer ces données sur AWS, une clé primaire de chiffrement, c'est $1 par mois. Donc c'est pas un sujet. On se pose pas la question, est-ce qu'on va sécuriser en fonction du coût? Non, on va sécuriser parce que c'est gratuit ou quasiment gratuit. Donc ça, c'est un no-brainer, j'allais dire. On ne se pose pas la question, on utilise les briques de sécurité qu'on va trouver sur AWS, et il y en a beaucoup. On sait aussi que la souveraineté, c'est une demande majeure. En 2017, AWS a lancé une nouvelle région à Paris. Donc là, on a fêté un peu plus de 3 ans d'historique de cette région à Paris, donc qui vous permet de choisir de déposer vos données et vos applications sur le sol français et de maintenir effectivement ces données et ces applications sur le sol français. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Vous allez trouver plus de 230 services différents de sécurité, de conformité et de gouvernance sur AWS. Donc, que ce soit dans le contrôle, dans la mise en place, dans la conformité, il y a des services qui vont vous permettre effectivement d'assurer une sécurité plus élevée que celle que vous allez trouver traditionnellement dans un data center. Là, la règle de l'échelle fonctionne parfaitement, puisque vous allez trouver le même niveau de sécurité, quelle que soit la société qui utilise nos services. Et là, on est aux standards les plus élevés, puisque vous allez retrouver des banques, des organismes financiers, des organismes de sécurité. Donc, effectivement, on a des niveaux de sécurité qui sont extrêmement élevés et qui sont sanctionnés par des certifications de type PCI DSS, ISO ou SOC 1, SOC 2, SOC 3. HDS également, hébergement des Évidemment. santé, dont on parle beaucoup pour le moment. David, comment OBS peut aider justement à apporter cette compétence sécurité? Parce que la sécurité, finalement, c'est un métier à part entière en informatique. Alors, de plusieurs manières. Donc, effectivement, François a cité tout ce qui est chiffrement, et c'est souvent un prérequis chez nous. Quand on fait des déploiements sur AWS, on chiffre tout ce qu'on déploie en suivant les bonnes pratiques qui sont d'ailleurs hautement recommandées par votre CTO. Donc, on chiffre tout et on s'astreint à le faire. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nos clients viennent nous voir. C'est tout ce qui est au-delà de cette partie de chiffrement. Il y a tout ce qu'on appelle la gouvernance des données, qui est très importante pour nos clients et qui n'est pas forcément immédiate à mettre en place. Il y a des outils qui permettent d'aider, mais ça demande quand même de l'expertise et ça demande du travail sur les process métiers qui reste à faire. Et donc, nous, on a des experts qui ont l'habitude de faire de travailler sur ces sujets-là. Donc, cette gouvernance des données représente des missions assez standards et assez importantes qu'on réalise au-dessus d'AWS. Comment structurer les data lakes pour que seules les données importantes soient accessibles par chaque catégorie de personnes. Comment faire en sorte de restreindre ces accès pour que tout le monde puisse travailler avec les bonnes données, mais pas plus,
que ces données. Comment faire en sorte de respecter la GDPR, comment rassembler toutes les preuves qui permettent de garantir qu'on saurait répondre à un audit GDPR. Ça fait partie des grandes missions qu'on réalise en termes de sécurité au-dessus de AWS. On vient aussi pas mal nous voir. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent AWS. On parlait tout à l'heure des certifications, mais c'est vraiment très important puisqu'il y a des domaines. Tu parlais, François, de tout ce qui est FinTech. Nous, on a eu l'occasion d'accompagner une entreprise qui s'appelle NoCP qui a lancé un service qui permet aux grandes entreprises françaises de se prêter de l'argent et donc qui suit toutes ces transactions-là autour d'une blockchain. Et pour eux, le fait qu'il y ait toutes les certifications qu'il y avait AWS était clé, puisqu'ils ont des grosses demandes en termes de conformance au vu de leur métier. Donc, réaliser des applications en garantissant le respect de certaines règles, certaines certifications propres à certains domaines de métier. Donc ici, la finance, mais on peut en imaginer d'autres. C'est aussi très important et AWS nous aide aussi bien là-dessus, puisqu'il y a énormément de certifications disponibles. Donc ça, c'est un petit peu les missions autour de la partie gouvernance de données conformance. C'est vraiment, je pense, la base de ce qu'on fait sur la partie sécurité. Mais on a aussi des experts en cybersécurité, donc assez nombreux. OBS a toute une filiale qui est dédiée à la cybersécurité, Orange Cyberdéfense, qui dispose de 2500 experts en cybersécurité et on a plus de 11 cybersoc qui nous permettent de monitorer les solutions, donc en 24/7, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, pas de trous de sécurité, pas de fuite de données. Et donc, on a aussi toutes ces missions-là qui sont très utilisées et à disposition donc pour nos clients. Il y a peut-être un aspect dont on n'a pas parlé sur la partie sécurité qui est vraiment clé, je pense, dans l'offre qu'a AWS, c'est tout ce qui est auditabilité. On change vraiment de paradigme quand on commence à travailler avec des solutions comme AWS, puisque tout ce qui est fait est tracé. Donc on peut, quand il y a un problème de sécurité, on peut retracer exactement tout ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment précieux pour nos experts en sécurité. Oui, on laisse une trace derrière soi quand on manipule quelque chose dans le cloud. Là où on ne le fait pas toujours quand on ouvre une porte d'un data center, c'est pas toujours audité comme il le faut. Donc plus de 10 ans d'expérience. Notre CTO, le CTO d'Amazon, Werner Vogels, dit toujours il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Donc 10 ans d'expérience avec une équipe de 2500 experts en cybersécurité. Ce sont des chiffres assez impressionnants, David. Pour terminer avec vous deux, avant de passer à Émeric et Protect Line. François, David, vous avez vu des dizaines, et je suis conservateur en disant des dizaines, probablement des centaines de cas de migration clients vers le cloud. Donc vous avez pu certainement analyser quelles sont les recettes qui fonctionnent, quels sont les comportements à encourager, à répéter pour une migration réussie vers le cloud. François, peut-être pour commencer. Oui, alors le point clé, effectivement, c'est de pas faire un projet cloud dans son coin. Quand je dis ça, c'est-à-dire que un projet cloud, si vous voulez entre guillemets en faire quelque chose de comme une référence interne et pouvoir en faire d'autres, c'est que ça soit visible. Donc par définition, il faut que vous ayez avec vous quelqu'un de l'équipe de management assez haut placé dans l'entreprise qui va permettre entre guillemets, de remettre les points sur les i auprès des équipes concernées quand il va falloir, parce que par définition, un projet cloud, c'est nouveau, ça va un peu bousculer les codes des gens qui vont travailler dessus, et donc parfois, il y en a peut-être certains qui n'auront pas envie ou qui vont un peu freiner le projet, donc il faut que quelqu'un là-haut puisse remettre les équipes dans le droit chemin, si besoin en tout cas. Le deuxième point, je pense, c'est se fixer un objectif ambitieux. Quand je dis ça, c'est que j'ai vu beaucoup de projets, je veux dire de sites web, on met dans le cloud un site web où on fait du débordement pour tout ce qui est non critique. En fait, c'est pas un bon moyen de faire du cloud parce que ça va pas vous permettre, j'allais dire, d'embrasser, de visualiser ce que le cloud peut vous apporter, tant en système de sécurité qu'en termes d'automatisation. Vous allez assez peu toucher du doigt, effectivement, les solutions innovantes et puis vous posez les bonnes questions qui sont liées à de la production et à des choses critiques en fait. Donc d'avoir un projet ambitieux, même si on démarre petit, mais d'avoir quelque chose qui a de l'impact, ça c'est important. Et puis d'intégrer les équipes
Alors, toutes les équipes. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un projet d'un architecte, c'est pas uniquement un projet de développeur ou un projet d'équipe de run, mais c'est aussi un projet business. Alors souvent en tout cas, et en tout cas c'est ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaite avoir cet impact-là, donc d'impliquer largement les équipes, parce que ça va aussi modifier les manières de faire de toutes ces équipes-là, qu'elles soient techniques ou business. Et puis enfin, je pense qu'un des projets clés, on parlait de réduction des coûts tout à l'heure, c'est dès le départ de se poser ces questions-là. Donc qui demain va opérer les coûts, qui demain va opérer la sécurité dans le cloud, qui demain va opérer le run, hein, donc le maintien en condition opérationnelle. Ça, ce sont des éléments, dès le premier projet, il faut se poser ces questions-là, parce que c'est un élément sur lequel on ne veut pas être confronté 6 mois ou 1 an après dans le cloud. Donc je pense que ça, c'est vraiment les points clés. Après, il faut avoir à l'esprit que si vous faites une migration dans le cloud, donc massive, ça reste un projet d'entreprise. Donc il faut effectivement voir englober les équipes, vraiment partir d'une feuille blanche et embarquer un maximum les équipes de l'entreprise pour arriver à une réussite. Donc un alignement dans l'entreprise entre les différentes équipes et une visibilité top-down. Et puis se faire accompagner par un partenaire. Et David, tu ne vas pas nous contredire à ce sujet-là ? Non, effectivement, je ne vais pas vous contredire là-dessus. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait François, il a déjà dit énormément de choses, mais je pense que la migration vers le cloud, c'est pas un projet technique. L'erreur, c'est surtout de considérer que c'est un projet technique et qu'on va le traiter comme tel. En général, même ceux qui commencent comme ça voient que ça a des impacts bien au-delà de la partie technique. Donc, il vaut mieux le penser dès le début comme une transformation d'entreprise, finalement, qui va impliquer des métiers très variés. Et le fait d'aller vers le cloud, ça va pousser vers des méthodologies type DevOps qui ont tendance à pousser un petit peu les murs et à retravailler un peu les organisations. Donc autant le savoir dès le début, autant ne pas se cacher cet état de fait et le considérer du coup dès le début dans le projet. Du coup, quand on parle de transformation, dans les points importants, il y a la partie executive sponsor. Donc, François, tu en as déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Je pense que c'est important aussi de prévoir du coup cette partie conduite du changement et donc d'ajouter une grosse part de formation des équipes et pas que les équipes de développement, pas que les équipes techniques, mais prévoir un petit peu cette partie de formation parce que finalement, même côté finance, on en parlait, la partie facturation va être un petit peu différente, donc il va falloir la traiter un peu différemment. Donc c'est intéressant que tout le monde voit un petit peu appréhende ces nouveautés et donc prévoir des formations assez larges, ça va aider les équipes à prévoir ce changement et donc ça va accompagner tout le monde vers ce changement. Et un point qui est vraiment important aussi, c'est là où peut-être la partie accompagnement d'experts est vraiment cruciale, c'est de faire un bon état des lieux au début. Donc on parle d'assessment, on a des missions autour du Cloud Readiness Assessment, par exemple, qui permettent de faire un état des lieux de l'état de l'entreprise et de voir qu'est-ce qui va pouvoir être migré facilement, où est-ce qu'on aura plus de difficultés, quelle stratégie on va utiliser pour migrer, qui permet de montrer aussi les gains qu'on va obtenir en migrant dans le cloud. Et c'est vraiment clé parce que ça permet de partir disons avec le bon chemin, alors que quand on n'a pas bien fait cet assessment, souvent on se rend compte que on n'arrive pas à bien cadrer la migration et on a tendance à avoir des migrations qui traînent beaucoup plus longtemps, qui durent beaucoup plus longtemps que quand on a fait un bon assessment initial. Donc l'importance d'évaluer le point de départ correctement et définir le périmètre dès le départ. Merci messieurs pour cette conversation intéressante. On a parlé... Sébastien, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, alors je ne veux pas rajouter, mais je vois une petite question dans le chat. Je ne voulais pas la laisser en suspens, mais non, bien sûr. Et si vous avez des questions, allez-y, mettez-les dans le chat. Mais juste pour récapituler, on a parlé, vous avez évoqué des facteurs clés de migration, mais aussi des raisons pour lesquelles les clients migrent, qui sont l'agilité, la possibilité d'innover, l'absence d'investissements initiaux, la sécurité. On a parlé assez longuement de la sécurité. Et justement, en parlant de la sécurité, question d'Antoine dans le chat qui représente au fait
C'est une question qu'on reçoit très souvent, hein. Donc les mots d'Antoine sont: avons-nous le contrôle de la localisation des données sur AWS? Et c'est quelque chose qu'Antoine, vous avez raison de vous poser. C'est normal que vous posiez cette question. Et tous nos clients se posent cette question en général quand ils commencent sur AWS, c'est dire: est-ce que je vais perdre le contrôle? Où sont mes données? Où est-ce qu'elles vont aller? Est-ce que je sais où elles vont? Est-ce que je peux vérifier cela, contrôler cela? François, quelle est ta réponse? Ouais, et plus largement, en fait, aller dans le cloud, c'est tout l'inverse d'outsourcer. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez dans le cloud que vous n'avez plus, entre guillemets, la maîtrise de ce que vous faites, de la manière dont c'est déployé. Vous pouvez, et c'est la majorité des clients le font, avoir la main. Quand je dis la majorité des clients, c'est qu'il y en a d'autres qui font appel à des partenaires, effectivement, pour se maintenir en conditions opérationnelles et se run. Mais c'est votre décision, effectivement, d'utiliser telle ou telle région. Donc, seuls les clients ont la capacité effectivement de choisir l'endroit, donc la région géographique dans laquelle vous allez déposer vos données. Vous et vous seul, c'est un point très important. AWS n'a pas la capacité de déplacer, que ce soit pour des besoins, je sais pas, légaux ou même de sécurité. On parle souvent aussi de copie de la donnée pour des besoins de backup ou de réplication. C'est votre choix. Vous allez choisir effectivement. C'est la première chose que vous allez faire dans la console, c'est choisir la région dans laquelle vous travaillez. Donc il y en a 25 aujourd'hui, je crois, hein, Sébastien. 24, pardon, bientôt 27. Donc il y en a 3 d'annoncés, c'est ça. Donc vous allez décider effectivement de choisir typiquement Paris et de localiser vos données sur la région parisienne, et celles-ci n'en sortiront pas à moins que vous ne décidiez de faire autrement ou de répliquer ailleurs pour des besoins de backup, de sécurité, j'allais dire encore plus avancés. Mais c'est vous et vous seul qui avez la main sur la localisation de vos données. Donc vous choisissez l'endroit où vous allez les mettre, et nous, on ne déplace pas les régions, les data, pardon, en dehors des régions. Question de Ludovic également: est-ce que AWS est soumis au Cloud Act, même pour les régions en France? François, ou tu veux que j'y réponde, comme tu veux? Alors oui, la réponse est oui. À partir du moment où le Cloud Act n'a rien à voir avec le mot cloud, encore une fois, ça c'est un élément important aussi. Oui, effectivement, les entreprises françaises sont soumises au Cloud Act à partir du moment où elles travaillent avec des citoyens américains. Donc si vos clients sont des Américains, et je parle de citoyens américains, potentiellement vous êtes soumis au Cloud Act, effectivement. Mais que ce soit avec AWS ou avec n'importe quel prestataire français, à partir du moment où vous travaillez, vous, avec des citoyens américains en tant que clients finaux, vous êtes soumis au Cloud Act. Donc de la même manière, encore une fois, là où vous allez, c'est pas un droit et c'est pas une backdoor ouverte pour utiliser les données et accéder aux données de nos clients. Et d'ailleurs, nous avons une page publique qui répertorie l'ensemble des demandes qui sont faites à AWS par rapport au Cloud Act. Donc on publie absolument toutes ces demandes, et celles qu'on rejette aussi, qui sont une très très grande majorité des demandes, qui sont examinées. De toute façon, vous avez la capacité, il y a 2 réponses, hein. Il y a une réponse technique, et c'est celle sur laquelle OBS et nous-mêmes on pourra vous accompagner sur le fait ne serait-ce que de chiffrer les données, qui rendent les données de toute façon inutilisables. Mais oui, la AWS est soumise au Cloud Act, comme beaucoup d'acteurs français d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat, ou tout simplement vous ouvrez votre micro, éventuellement votre caméra si vous le souhaitez, et vous posez vos questions à nos experts. Est-il possible d'avoir le lien public des décisions? Je suppose qu'on parle des décisions du Cloud Act. Oui, on publie sur une page web l'ensemble des demandes qui nous sont faites. C'est pas la décision, c'est la demande qui nous est faite. Et vous pourrez d'ailleurs voir sur cette page qu'il n'y a eu aucune demande pour des sociétés françaises ces dernières années, ni pour des acteurs publics européens. Et je vois à la tête de François qui est déjà en train de chercher le lien, il va le mettre dans le chat. Oui. Pendant qu'on continue, là,
conversation. Merci Antoine et Ludovic pour ces questions. On est encore ensemble pendant une bonne quarantaine de minutes, 1 heure, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions si jamais elles vous viennent à l'esprit un poil plus tard. Merci François et David. On tourne une page, on passe au deuxième volet de cette table ronde où, après avoir entendu parler OBS et AWS, finalement, on trouvait que le plus important, finalement, c'était d'entendre parler nos clients, ceux qui ont fait le choix d'AWS, pour entendre leur retour d'expérience, éventuellement leur poser en direct vos questions, avec 2 témoignages clients. Et on va commencer avec Émeric Chaise, qui est CEO de ProtectLine. Merci 1000 fois, Eric, de passer un peu de temps avec nous et avec les clients d'OBS et d'AWS aujourd'hui. Avant de commencer en parlant de votre use case, ou de ce que vous faites avec le cloud, ProtectLine, explique-nous c'est quoi? Bonjour à tous, vous m'entendez bien ou pas? Très bien. Ça marche. ProtectLine, qu'est-ce que c'est? ProtectLine, c'est une joint venture entre Orange et Groupama. C'est une joint venture qui a été créée il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, qui est née sur les cendres d'une filiale qui autrefois était 100% propriété de Groupama. Et c'est une filiale qui est spécialisée sur 2 types de métiers. Les métiers dits de la télésurveillance de biens et de la téléassistance de personnes. Télésurveillance de biens, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'on met des capteurs, donc de l'IoT, sur les bâtiments pour éviter les cambriolages, les départs de feu, les risques d'inondation, bref, tout ce qui peut venir dommager un bâtiment, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et puis la téléassistance de personnes, quelque part c'est la même chose. On prend des capteurs et on les met sur les personnes avec le principal cas d'usage qui est le maintien à domicile des personnes âgées, même si on a aussi d'autres business plus marginaux que sont les travailleurs isolés. Pourquoi Orange et Groupama? Je finis là-dessus pour vous donner le contexte global. Pourquoi Orange et Groupama font cette joint venture il y a un peu plus de 2 ans? Parce que ces 2 groupes cherchent des relais de croissance comme tous les grands groupes du CAC 40. Et en fait, la télésurveillance et la téléassistance sont des business qui présentent un futur plutôt radieux si on regarde les chiffres. Le marché de la télésurveillance en France, c'est un taux de pénétration qui est très très faible. À peine 5% des foyers français sont équipés, alors qu'aux US, on frôle les 20 ou 25%, idem en Angleterre ou dans les pays nordiques. Donc il y a un taux d'équipement qu'il faut aller chercher. Sur la téléassistance, vous lisez les journaux comme moi, vieillissement de la population, comment on va financer tout ça, maintien à domicile. Donc là aussi, il y a pas mal de business à aller chercher, notamment en essayant de proposer des solutions un peu plus sexy que ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, votre métier, donc, c'est de concevoir ces capteurs, de les logiciels et matériels, de les distribuer, mais aussi d'agréger les données qui viennent, puisqu'on parle d'IoT, on parle de télésurveillance. Donc, vous agrégez les données, pouvoir lancer des alertes. J'ai bien compris cela? Ouais, notre métier, nous, on est vraiment concentré sur la partie logicielle, c'est-à-dire que on est une petite filiale de Orange et de Groupama, donc aujourd'hui on n'a pas la vocation ni la prétention de fabriquer des solutions hardware de A à Z. Ça demande beaucoup d'expérience, d'être capable d'avoir des chaînes de production. C'est pas mal de boulot. Donc nous aujourd'hui on source le hardware chez des fabricants et ensuite on s'occupe d'aller installer chez les clients et de l'exploiter. Donc en effet, on récupère les données qui sont véhiculées par tous ces capteurs et on les exploite pour pouvoir délivrer le service, soit de télésurveillance, soit de téléassistance. Ça, c'est notre vision chez ProtectLine de ce qu'est ou de ce que devrait être la télésurveillance et la téléassistance. Dans la réalité, aujourd'hui, ce marché, il est quand même un peu endormi sur ses lauriers parce que historiquement, et je ne vais pas vous faire un cours magistral d'histoire sur la télésurveillance à travers les âges, mais en fait, l'histoire de la télésurveillance, ça démarre d'un point de vue business avec avant tout le gardien avec son maître chien devant le bâtiment. Et le service pour lequel les clients payaient dans les années 80-90, c'était ça. Il se trouve que ce gros molosse était aussi accompagné d'une petite centrale de télésurveillance qui n'était rien d'autre qu'un téléphone qui était relié à un centre. Et petit à petit, en fait,
il y a eu des évolutions technologiques sur ce métier, mais qui étaient franchement marginales et qui n'étaient pas hyper sexy d'un point de vue user experience ou technologie. Ce qui fait d'ailleurs que moi, aujourd'hui, mon contrat, on a écrit CIO, comme ça fait très très chic, hein. On a l'impression que j'habite à San Francisco, mais bon, ma convention collective, c'est la convention collective des métiers de la sécurité et des maîtres chiens. Donc c'est vous donner un peu une illustration du truc, de degré de maturité de cette industrie. Et donc nous, notre vocation, c'est de dire bien évidemment que le service du maître chien, il est important parce que il fait partie de ce pourquoi le client paye, mais il est urgent d'améliorer la qualité de service et la user experience qui est délivrée autour de tout ça avec les technologies qui s'offrent à nous aujourd'hui. C'est quand on a doté les maîtres chiens d'un talkie-walkie que c'est devenu de la télésurveillance. Mais je rejoins exactement ce que tu dis. Il y a encore quelques années, j'habitais dans une maison, j'avais une centrale de télésurveillance chez moi. C'était du téléphone. Et quand j'ai demandé à mon vendeur s'il y avait moyen de connecter ça sur Internet, parce que j'avais envie de me débarrasser de ma ligne de téléphone fixe, il m'a regardé avec des grands yeux en disant Internet, presque c'est quoi? Non, il n'a pas posé cette question-là, mais effectivement, il y a une couche de poussière là sur les habitudes de ce métier-là. Vous avez fait le pari inverse, objet connecté, collecte de données. C'est quoi les contraintes technologiques du coup sur une infrastructure, sur votre infrastructure IT? Alors, je vais peut-être un peu répéter ce que disaient les interlocuteurs précédents. Donc, dites-moi si mettez-moi en mute si vous trouvez que je bégaye. Mais bien évidemment, il y a le sujet de la sécurité, à la fois parce qu'on porte l'image de grands groupes. L'image de Groupama et d'Orange dans leur bilan, elle est valorisée, et valorisée à 5 €, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, toute faille de sécurité qui ferait la une des journaux, c'est pas acceptable. Deuxième sujet, c'est la scalabilité. Vous en avez parlé aussi. Il y a dans nos métiers de la télésurveillance, alors on a bien évidemment la scalabilité à moyen terme. On a de plus en plus de clients qui vont faire ce que je racontais jusqu'avant. Donc il faut que nos infras soient capables de suivre de manière horizontale en termes de scalabilité. Mais on a aussi des scalabilités intraday, puisque on se rend compte que dans les usages des clients, on voit bien que les systèmes sont utilisés plutôt le matin, plutôt le soir, en journée c'est le calme plat, et donc il y a des vraies optimisations, et ça rejoint le sujet économique que vous évoquiez aussi précédemment. Donc il y a de la scalabilité intraday à faire chez nous qui peut être très très intéressante. Donc sécurité, scalabilité, et puis aussi disponibilité, bien évidemment. C'est important sur nos métiers de télésurveillance. Si vous faites cambrioler à 14 h, mais que ça sonne pas parce que vous comprenez, en fait, on avait un serveur qui était en train de redémarrer. Vous serez bien content de savoir que moi j'ai eu un problème sur mon serveur, mais on vous aura piqué votre iPad et le collier de votre femme. Mais aussi et surtout sur nos métiers de téléassistance. Si votre grand-mère se casse la figure dans la baignoire et que notre SI n'est pas dispo, on est juste pénalement responsable. Alors moi, ça va, j'ai de la chance, je suis pas pénalement responsable. C'est mon chef qui l'est, mais quand même, je l'aime suffisamment pour faire en sorte qu'il ne finisse pas en prison. Donc, on joue quand même avec la vie des personnes. Donc, on a un sujet de disponibilité qui est absolument primordial. 24 sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de downtime. Vous ne pouvez pas dire on ne sera pas disponible pendant 3 heures parce qu'on est en train de mettre à jour les systèmes. Scalabilité, tu as parlé de l'intraday, évidemment, j'imagine bien les pics d'activité quand les gens partent et reviennent de chez eux, en tout cas dans une time zone donnée, dans une zone horaire donnée. À long terme également, si vous avez du succès, il faut que la plateforme puisse grandir. Et donc, vous avez fait le choix d'aller vers un cloud public versus du on-prem ou versus des colloques un peu traditionnels? Oui, tout à fait. C'est une question. Pourquoi avez-vous fait le choix du cloud public plutôt qu'une colloque traditionnelle? Ou peut-être que vous avez commencé en colloque et puis vous avez migré. Explique-nous ça. Ah ouais. En fait, quand Orange rentre au capital de la petite filiale de télésurveillance de Groupama, je prends le job de CIO, je vais sur les locaux et j'arrive sur une espèce de parking avec, je vous jure que c'est pas des blagues, avec 3-4 fabriqués qui sont posés sur ce parking et on me dit voilà, c'est là. Je me dis c'est original. Une seule alimentation électrique, des onduleurs qui ont une capacité qui se compte en secondes, en minutes au mieux, une seule induction sur Internet, enfin bref. Un truc qui fait un peu peur. Donc,
impossible de faire du data center sur site. Et puis de toute façon, même si on aurait pu le faire, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, pas franchement envie de le faire dans le sens où c'est pas avec ça qu'on va créer fondamentalement une valeur ajoutée pour l'entreprise, ou alors il aurait fallu qu'on investisse de manière délirante, et encore une fois, on est une petite filiale, donc on n'avait pas les reins assez solides pour le faire. Donc on a demandé à Orange et à Groupama, qui eux sont quand même des grosses boîtes avec des grosses infras, de savoir s'ils pouvaient nous héberger. Il se trouve qu'à un moment, il y a quand même un juriste qui a levé la main, parce que sinon, c'est pas drôle. Et les histoires sont juristes, et qui nous a dit, alors en fait, vous n'avez pas le droit de vous mettre dans les locaux soit d'Orange, soit de Groupama, parce qu'au niveau de la Commission européenne, vous allez être considéré comme une entente. Enfin, ça va pas être faire. On n'a non seulement pas le droit d'aller manger à la cantine de Orange et de Groupama, mais on n'a pas le droit non plus d'être dans les mêmes data centers qu'eux. Donc pas possible de profiter des infrastructures de nos deux actionnaires principaux. Et donc à la fin, quelque part, il nous restait deux options, quoi. Soit on allait sur du hosting standard tel qu'il existe depuis des siècles quand tu fais appel à un sous-traitant, soit on partait dans le cloud. Il nous semblait franchement dommage de ne pas faire ce saut technologique, vu qu'on allait repartir d'une feuille blanche. C'est pas tous les jours que tu as l'occasion de partir de la feuille blanche. Donc on s'est dit let's go for the cloud. Et après, je sais pas si ça faisait partie de ta question, mais j'y réponds quand même. Ouais. Pourquoi Amazon C'est ma question suivante. Ah, bon, voilà. Oui, pourquoi AWS Prime. Et pourquoi OBS Ouais. Pourquoi Amazon, un peu primo leader quelque part, tu vois, tu sais que ça marche, donc t'y vas, catalogue de services incroyable, tarifs pas plus scandaleux que ceux de GCP ou de Azure, et puis quand même on avait besoin de se faire un peu accompagner au début, parce que je vais pas dire que la DSI, quand je suis arrivé, ressemblait au bâtiment dont on disposait sur mon fameux parking, mais quand même un peu. Et donc, je pouvais pas y aller tout seul avec la fleur au fusil. Et faisant partie du groupe Orange, on a passé un petit coup de téléphone à nos cousins de chez OBS, qui nous ont dit qu'en effet, ils bossaient de manière étroite avec Amazon. Alors à l'époque, c'était quand même moins intégré que ce que vous faites aujourd'hui. Mais donc voilà, l'histoire s'est faite comme ça, de manière assez naturelle. D'accord. Est-ce que tu remarques, maintenant que vous êtes dans le cloud, des facilitateurs, des facilités qui n'auraient pas été possibles si vous étiez on-prem? La dernière fois qu'on avait parlé, je me dis, on fait du DevOps sans le faire exprès. Ouais, ça rejoint un peu ce que je te disais sur le côté, il fallait à la fois qu'on se fasse accompagner pour démarrer. Tu vois, tu ne peux pas démarrer sur le cloud si t'as pas quelqu'un à bord qui quand même t'explique les principes et les sous-jacents. Et limite, c'est même pas de la technique, quoi. C'est des principes de fonctionnement, quoi. Parce que tu gères pas ton infra de cloud comme tu gères ton infra on-prem. Et le truc rigolo, c'est vrai, c'est que quand je suis arrivé à la DSI, il y avait quand même d'un côté les devs et de l'autre les ops. C'était vraiment la caricature. Une séparation. Ouais, voilà, exactement. Et tout le monde était le con de l'autre. Et en fait, assez naturellement, les devs se sont retrouvés sacrément intéressés par ce qui se passait sur nos sujets de cloud, parce que pour la première fois de leur vie, ils avaient vraiment les clés du camion pour tout gérer de A à Z. Et sans le vouloir, on s'est mis à faire du DevOps naturellement, parce que petit à petit, les devs nous demandaient un peu plus de creds, de credentials sur l'aval de la chaîne, chose qu'on leur donnait, alors bien évidemment en contrôlant tout ce qui se passait, mais petit à petit, ils ont voulu aller jusqu'au bout et exploiter eux-mêmes leur SI. Il y a juste eu, quand venait le moment de l'astreinte, où là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Est-ce que tu as envie d'être réveillé à 3h du mat le week-end? Mais à part ça, quelque part, ouais, il y a eu une espèce de réunification des deux tribus de Koh-Lanta qu'on avait au sein de la DSI. Et ça, je pense franchement que ça n'aurait pas été possible avec autre chose qu'avec le cloud, parce que voilà, tu fais vraiment de l'infrastructure as code, et donc tu peux faire ça parce que les sujets d'ops deviennent totalement accessibles aux devs, et alors que t'as pas d'autre solution
que le cloud si tu veux réussir ça. Et puis tes équipes s'éclatent avec le cloud aussi, ça les motive. Ah bah bien évidemment que oui, c'est sûr qu'à la fois je leur proposais une aventure sexy parce qu'on a dit qu'on allait reconstruire un SI from scratch, donc c'est toujours plus sympa que de faire de la maintenance sur un vieux SI et de te faire engueuler par les métiers à longueur de journée. Mais en plus, oui, il y a ce côté quand même un peu moderne où quand tout le monde te dit ah bah ouais, moi je suis dans le cloud, gna, et que toi tu te fais chier avec ton Nutanix ou je sais pas quoi, bon bah tu vois ce que c'est et en fait tu te rends compte que bah, c'est peut-être un grand mot qui fait hyper chic, mais que c'est pas si inaccessible que ça, loin de là. Après, maîtriser le cloud, c'est tout un art, mais payer ton ticket d'entrée pour comprendre les fondamentaux, comment ça marche, et être capable d'en tirer à titre personnel en tant que dev beaucoup de bénéfices, c'est pas hyper compliqué. Comment est-ce que vous contrôlez les coûts pour rattacher à ce que François et David ont évoqué avant? Bon, nous, c'est open bar. Hein. On a des actionnaires qui sont riches, donc on y va. Non, moi, ma stratégie, alors ça ne veut pas dire que c'est la bonne, hein, et je dis pas qu'on a 50 ans d'expérience sur le sujet, mais ça fait 2 ans et demi et pour l'instant ça marche, donc on n'en change pas. Je dis aux équipes, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, qu'on déploie une nouvelle techno, je leur dis ne vous embêtez pas sur les coûts. Allez-y. Ce qui compte en premier, c'est le time to market. On est une petite filiale, on doit aller vite. Si Orange et Groupama nous ont créés, c'est pour être rapide, c'est pour être agile. Donc go, fabriquez-moi les machines, fabriquez-moi les archis, open bar, allez-y. On arrive en général grâce à ça à gagner beaucoup de temps et c'est vraiment là où tu as un des gros points de valeur ajoutée du cloud, c'est que clac, en un claquement de doigts, tu peux créer n'importe quelle infra avec n'importe quelle techno hyper rapidement. On va vite, on teste le produit, on voit si ça marche. Très, très rapidement, après le go-to-market, tac, on serre la vis sans que ce soit quelque chose de péjoratif pour les équipes, mais on se dit, OK, maintenant que le produit marche et qu'il a l'air de tenir la route, on optimise. On est capable, en général, en 1 ou 2 sprints, donc on fait des sprints de 2 semaines, tu vois, donc en moins d'1 mois, on est capable de diviser la facture par 2. Wow. Et c'est vraiment par 2 parce que tu as vraiment comment vous dites les Américains, là, les fruits mûrs là, à les chercher, quoi, les espèces de... des low-hanging fruits. Voilà. Ce sont les fruits les plus bas sur l'arbre, c'est les premiers qu'on peut collecter. Exactement. Et donc, en général, tu arrives à diminuer tes coûts par 2 en faisant ça, et c'est pas des trucs qui nécessitent un doctorat en physique quantique, quoi. C'est assez facile à faire. Donc, on le fait en 1 ou 2 sprints. Et ensuite, l'autre truc qu'on fait, et c'est là où par contre on a quand même 2-3 rockstars dans l'équipe, tous les mois et tous les trimestres, on se fait des reviews d'optimisation où là on va vraiment aller fine-tuner notre archi, mais dans sa globalité et non pas que sur un petit bout confère le produit qu'on vient juste de lancer, où là ouais, on fine-tune notre archi et notre stack Amazon. Et là, pour le coup, là, c'est pas des low-hanging fruit, quoi. Il faut quand même réussir à avoir un certain niveau de technicité et les gains ne sont pas du tout du même ordre de grandeur parce que forcément, si tu fais moins 50 et moins 50 à la fin, c'est gratuit et rien n'est gratuit dans ce bas monde, mais tu arrives encore à gagner 10 à 20% de coûts, ce qui fait que tu passes d'une base 100 à une base 30, 40, ouais, en moyenne, c'est ce qu'on constate. Et c'est là qu'OBS peut aider aussi en fournissant des experts, AWS aussi d'ailleurs. On travaille ensemble pour que vous payiez vraiment le minimum. Où est-ce que vous en êtes maintenant après? Vous avez lancé le service. Quel est ton bilan à ce stade-ci? Notre bilan, c'est que on n'a jamais été en retard sur nos projets. Ce qui est quand même notable parce que bon, en tant que CIO, tu vois, je peux pas dire que tous les projets que j'ai menés, ils ont été livrés à temps. Donc, on n'a jamais été en retard. C'est pas que grâce au cloud, mais n'empêche que ça y participe quand même parce que tu gagnes un temps fou sur tes phases d'intégration, sur un paquet de trucs. Les équipes sont motivées et elles ont clairement adopté le truc. Oui, je valide ce qui a été dit juste avant. Ça nous coûte pas plus cher que ce que ça nous coûtait autrefois. Et dans ce coût, je mets aussi le coût des
des emmerdes qu'on s'évite. Tu vois, le zéro downtime, il faut le valoriser aussi. C'est-à-dire que tu peux te dire, ah bah oui, mais ton infra on-prem, elle me coûte 50, alors que sur Amazon, ça me coûte 60. Ah bah ouais, mais c'est quoi ton taux de dispo? Si tu payes 50 € pour avoir 98% et 60 pour avoir 6,9, ah bah je suis désolé, mais moi je préfère payer 60 €. Ça coûte moins cher. Et aujourd'hui, nos produits se vendent plutôt pas mal. Je peux pas vous donner tous vos chiffres, hein, mais ça se vend plutôt pas mal. Commercialement, le succès au rendez-vous, la qualité de service aussi. Et vu que nos actionnaires sont plutôt satisfaits, on a une roadmap qui est secrète. Donc je ne vous dirai rien, même sous la torture. Mais on a une roadmap qui est secrète où on va pouvoir aller tirer encore plus parti de pas mal de services managés de Amazon qui, encore une fois, vont nous faire gagner un temps fou et qui, je sais plus qui le disait en intro, c'était François ou David, mais qui sont des services que de toute façon, on pourrait pas se payer nous-mêmes. Enfin, on pourrait pas les builder from scratch s'ils n'existaient pas comme ça sur étagère. Et donc, donc sans Amazon, notre roadmap serait bien différente. Et ça ouvre la possibilité, la porte de pouvoir faire d'autres choses que vous n'auriez pas imaginé autrement. Aymeric, merci pour ce témoignage. Je vais arrêter là, j'ai encore d'autres questions, mais pour une question de temps, je vais arrêter là. Si vous aussi vous avez des questions pour Aymeric, n'hésitez pas à vous les poser dans le chat. Vous ouvrez le micro. Je peux vous laisser quelques secondes pour faire ça. Merci Aymeric d'avoir été là et d'avoir donné ton point de vue sur votre utilisation du cloud aujourd'hui. Je t'en prie. Et si vous avez des questions pour Aymeric reste encore un quart d'heure, une demi-heure, donc n'hésitez pas, même pendant qu'on parle d'autres choses, à poser vos questions dans le chat. On s'assurera que les questions soient répondues. Retour de David Guillaumard d'OBS pour parler d'un autre retour client. Alors le client n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et être avec nous, donc on ne pourra pas citer son nom non plus. Mais de quoi qu'on parle, on est dans quel domaine d'activité ici, David? Et alors cette fois-ci, on change un peu de domaine. On va parler de cuisine, mais on est toujours dans un domaine qui a besoin du cloud pour pouvoir innover. Donc voilà pour le domaine. Donc un client dans le monde de la cuisine. Quels étaient leurs drivers? François a parlé de drivers business pour exiger d'aller dans le cloud, pour nécessiter d'aller dans le cloud. C'était quoi leur driver à eux? Autrement dit, leur challenge métier? Alors en fait, pour reprendre un petit peu l'historique, on a une entité chez Orange Business Services qui fait du développement d'applications et qui avait développé la première version de l'application qui était vraiment purement de l'innovation et qui était hébergée sur des plateformes qui arrivaient en fin de vie. Et donc, il fallait migrer vers une nouvelle plateforme. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, un petit peu comme Aymeric, à se poser la question de est-ce que c'était pas intéressant d'aller vers du cloud public, ou bien est-ce qu'on continuait sur des plateformes qui étaient beaucoup plus basées sur du VMware ou des plateformes de PaaS. Et finalement, ce qui nous a décidé, c'est la possibilité vraiment de pouvoir être déployé globalement dans le monde, puisque même si le début était assez local, on se disait qu'il y avait beaucoup de possibilités pour avoir besoin de data centers hébergés ailleurs pour être au plus proche de l'ensemble des clients. Donc ça, c'était la première chose. Et puis le deuxième driver important, c'était la disponibilité de tout ce qui était solution de data, puisque même si au début du projet, on n'exploitait pas tellement les données, l'un des objectifs, c'était quand même de pouvoir utiliser ces données et donc avoir des services qui nous permettaient de constituer des data lakes ou bien d'ajouter des services d'intelligence artificielle. Ça semblait être assez intéressant pour les évolutions du produit. D'accord, donc un besoin de traitement des données qui aurait été difficile de faire on-prem. Alors pourquoi ils ont choisi, donc vous avez travaillé avec ce client-là, pourquoi ils ont choisi AWS plutôt qu'un autre cloud et pour faire quoi exactement? Alors en fait,
on a étudié différentes solutions, mais l'accompagnement d'AWS a été vraiment intéressant. Là, je pense qu'on est un petit peu dans ce que je citais en introduction, sur le fait que quand on fait un projet vers le cloud, il y a une part de transformation, d'accompagnement des équipes qui est important. Et là, on a pu faire quelques formations avec eux pour bien leur montrer comment ça allait se passer. Et en fait, en très peu de temps, un ou deux workshops d'une demi-journée, ils ont tout de suite compris ce que ça allait pouvoir apporter. Donc la décision a été prise assez vite, puisqu'on était sur des projets d'innovation sur lesquels, un petit peu comme le citait Émeric également, on voulait surtout sortir le sujet très vite, hein, pour pouvoir ensuite travailler une fois qu'on aurait une solution disponible pour nos clients. Et comment ça s'est passé alors sur la partie accompagnement, la partie projet pour ce client-là? Alors en fait, on a commencé par un projet de migration, puisque la solution elle existait déjà, comme je le disais. Et dans ce projet de migration, on l'a fait en deux parties. Une première partie où on a très vite basculé sur AWS, et donc avec une stratégie de allons le plus vite possible vers AWS, donc en modifiant assez peu de choses dans l'application et en étant vraiment sur une solution qui était basée sur le temps. On voulait minimiser ce temps de migration, puisqu'on savait qu'on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la fermeture de la plateforme sur laquelle on était hébergé. Donc on avait attendu un peu trop longtemps avant d'envisager la migration, parce qu'il y avait, comme c'est des sujets d'innovation, il y a toujours beaucoup de nouvelles fonctionnalités à apporter dans les projets. Donc on retarde la migration, et puis finalement on se retrouve avec un planning qui était un peu serré. On avait 3 mois pour migrer. Donc, on a préféré pas prendre de risques. Donc, une migration très rapide vers AWS. Et puis après, dans un deuxième temps, par contre, on s'était accordé pour moderniser l'application. Donc, c'est une architecture très microservice avec beaucoup basé sur les containers. Donc AWS a des solutions de gestion des containers qui est très intéressante, puisque grâce aux solutions techniques, en fait, on peut vraiment déléguer tout le management de ces containers, de tous ces microservices à AWS. Donc là, les solutions qu'on utilisait, pour parler un petit peu technique, c'est EKS et Fargate. Et ça, c'était très intéressant pour le client, parce que ça lui permettait d'imaginer des évolutions plus tard où on allait aller très vite, puisque les équipes de développement déploient des choses qui sont vraiment prêtes à être supervisées, avec une grosse partie de la supervision du management qui est déléguée à AWS. Juste pour expliquer en 15 secondes à vous qui nous regardez, qui ne savent pas ce que c'est que EKS Fargate. EKS, c'est un service managé pour Kubernetes. Si vous ne savez pas ce que c'est Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers. Quand vous déployez des containers, il faut un outil pour gérer ces containers, les remplacer, les faire parler entre eux, etc. Et Kubernetes, c'est un projet open source extrêmement populaire. Donc EKS, c'est la version managée. Et Fargate permet de déployer tout ça sans que vous ayez à gérer de virtual machine. Donc c'est ce qu'on appelle le serverless. Il n'y a pas de serveur à gérer. En tout cas, c'est pas vous qui les gérez. Vous les voyez pas. C'est nous qui les gérons. Est-ce que ce pattern que tu expliques de d'abord migrer très rapidement ce qu'on a et sans faire trop de changements, et puis une fois qu'on est dans le cloud, commencer à moderniser ses applications, à changer un peu l'architecture, à utiliser d'autres services, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent chez les clients qui migrent. C'est quelque chose d'assez fréquent. Alors c'est quelque chose d'assez fréquent, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui font un petit peu comme sur ce cas-là, où on attend un petit peu trop longtemps avant de faire la migration, quand on a des contraintes un peu fortes. Donc du coup, on est obligé d'aller très vite sur la partie migration. Donc voilà, ça donne probablement une première explication. Mais je pense que plus largement, c'est de toute manière un pattern intéressant, parce que ça permet d'aller sur AWS, de commencer à voir ce que ça va donner, comment on va exploiter le service, de se former, d'avoir les équipes qui montent en compétences, et puis finalement de prendre peut-être de meilleures décisions aussi quand on commence à moderniser, puisque quand on veut un petit peu tout faire d'un coup, on n'a peut-être pas l'expérience nécessaire sur AWS pour prendre les bonnes décisions. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit assez souvent, qu'on n'hésite pas à faire, et on se rend compte que souvent, quand on fait des projets où on fait d'abord
une migration assez rapide sur AWS et ensuite une partie de modernisation, c'est plus efficace que de faire un petit peu tout à la fois, où il y a trop de sujets sur la table et les équipes sont souvent pas assez matures pour prendre les bonnes décisions. Oui, avant de pouvoir courir, il faut d'abord marcher, comme on dit d'abord. Il faut d'abord apprendre à mettre un pas devant l'autre. Le fait qu'ils utilisent des services managés de haut niveau, tu mentionnais Fargate, qui justement permet de délaisser la partie gestion des virtual machines. Ça leur permet aussi, je suppose, de se concentrer vraiment sur les fonctionnalités qui comptent pour leurs clients et pas de devoir gérer de l'infrastructure. Oui, alors c'est vraiment ce qui a décidé la migration vers AWS, c'est de pouvoir déléguer un maximum de supervision à AWS et de se concentrer vraiment sur la partie métier. C'est adapté pour toutes les applications, mais je pense très très particulièrement quand on parle d'innovation, parce qu'on a des équipes qui étaient assez réduites quand même, des services d'exploitation qui étaient aussi très réduits. Donc on voulait minimiser un maximum le travail qu'on laissait à ces services d'exploitation. Donc notamment le fait de passer dans le cloud, ça a évité d'avoir à gérer tous les pannes matérielles. Et plus on a avancé en mettant par exemple des services de base de données managés, plus ça leur a permis de se détacher un petit peu finalement d'un ensemble d'expertise qui commence à être très très large quand on a un service de cette ampleur. Quand on parle de plusieurs microservices, là, il y avait quand même vraiment plusieurs dizaines de microservices, donc aussi de nombreuses databases. Quand on peut se soulager de tout ce travail-là en exploitation, ça permet de se concentrer sur après les missions dont on parlait, comment on améliore l'architecture, comment on améliore la supervision, comment on fait en sorte que les applications soient plus résilientes, donc se réparent un peu toutes seules. Quand il y a un problème dans cette plateforme, maintenant, si un serveur tombe, il n'y a pas d'alarme qui sonne pour les équipes d'astreinte. On sait que le serveur va se remettre en marche tout seul et on ne réveille quelqu'un qu'au bout de 2 ou 3 alarmes de ce type. Et tout ça, c'est quelque chose qui est possible parce que les équipes d'exploitation ont aussi le temps de se concentrer sur cette amélioration de l'architecture et de la supervision, quoi. Oui, c'est le fait qu'un serveur meurt dans le cloud, c'est un non-événement. Ça fait partie de la vie normale d'un système d'information. Et il y a des automatismes en place pour le remplacer sans impact. Ça, c'est le résultat. C'est là où ils en sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont pu partager avec toi une idée du futur de cette infrastructure maintenant qu'ils ont modernisé leur application, une partie de leur application, vers quoi ils veulent aller? Alors il y a deux gros axes. Il y en a un qui a déjà démarré, c'est la partie exploitation des données. Donc fédérer un petit peu toutes les données dans un data lake qui permettent ensuite à plusieurs métiers de travailler et de croiser les données qui sont remontées dans ce système. Donc ça permet d'avoir des vues qui sont un peu différentes, un petit peu avec une mode où suivant comment on regarde les données, on essaye d'avoir des tableaux de bord adaptés aux différents corps de métier. Donc on en est encore au début, il y a encore pas mal de choses à faire, mais il y a déjà des choses quelques résultats, et notamment ça a permis d'avoir des résultats qui sont un peu rigolos. On s'est rendu compte par exemple qu'il y avait aussi une application sur Android et sur iOS qui existait, qui permettait de remonter des données, et on s'est rendu compte d'un bug sur certaines versions d'Android parce qu'on a vu qu'il y avait des anomalies dans les données avec des versions d'Android qui n'étaient pas présentes dans les remontées de données. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait des bugs après l'installation et que du coup, ça a permis de corriger ces bugs-là. Alors, c'était pas forcément le but initial, mais c'est un espèce d'effet de bord un petit peu rigolo qu'on a pu voir. Et donc aujourd'hui, on a quelques tableaux de bord qui existent et donc qui vont être développés. Il y en aura d'autres qui arrivent. Et puis le deuxième axe, c'est aussi toute la partie IoT, puisqu'il y a différents devices qui pourraient remonter des informations vers la plateforme, et donc qui restent à brancher sur cette plateforme. Merci David d'avoir éclairé sur ce cas client, comment ils ont migré, comment ils ont modernisé leur application et puis comment ils voient de nouvelles opportunités de traitement de données, de nouveaux faits grâce à leur migration dans le cloud. Si vous avez des questions pour David à ce sujet-là, n'hésitez pas non plus, des questions pour Aymeric avant ou encore des questions générales sur le cloud à François qui est encore là, à David.
Puis moi, je peux répondre à des questions aussi si le besoin se fait sentir. Je vous laisse 1 ou 2 minutes, le temps de taper les questions, qu'elles arrivent. N'hésitez pas non plus à ouvrir votre micro si vous voulez prendre la parole et poser votre question. Question de Ludovic, je pense. Bonjour. Oui. La modernisation a-t-elle été réalisée par Orange ou par les équipes info clientes? Donc on parle du dernier cas client dont David a mentionné. David. Donc la modernisation a été faite par les équipes Orange. Donc en fait, c'est les équipes de développement, les équipes du projet qui ont continué à travailler sur le sujet, qui ont modernisé l'application. D'accord, réponse courte et précise. En général, vous essayez de travailler avec vos clients pour faire un transfert de connaissances et donc les accompagner de manière à ce qu'ils soient autonomes après, ou plutôt en mode projet, les deux, ça dépend? Non, c'est plutôt avec des accompagnements. Alors, je pense que sûrement qu'Émeric pourra en parler également, puisque ça faisait partie de la mission qu'on avait fait avec lui lors de la migration initiale. L'objectif était très clair et était partagé entre Émeric et moi dès le début. Il fallait qu'on fasse la migration, mais que ces équipes soient capables d'assumer la suite. Et je pense que tout ce qu'Émeric a pu raconter montre qu'effectivement c'est bien ce qui s'est passé et cette partie-là elle est vraiment essentielle. Nous n'oublie jamais en tout cas que une fois que nous on s'en va, les équipes en place ont à maintenir le data center si c'est un data center qui a été migré, les applications quand c'est des applications. Donc il y a vraiment une grande nécessité d'accompagnement et de formation au début. Donc une partie de formation qu'on n'assure pas forcément directement, mais avec lesquels on a des partenaires et AWS a aussi de nombreux partenaires. Et puis une partie formation plus sur ce qu'on fait et un apprentissage de comment utiliser ce qu'on va livrer qui est vraiment essentiel. Merci David. François, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai un message pour toi, François. On a parlé 24 ou 25 régions tout à l'heure. Tu avais dit 25, moi j'ai dit 24. J'ai vérifié pendant que on parlait. C'est bien 25, c'est toi qui avais raison. On n'arrête pas de rajouter des régions tout le temps. Et il y en a encore 2 qui sont annoncées juste en Europe. Il y a Madrid et la Suisse qui ont été déjà annoncées, qui arriveront cette année et l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos panélistes, nos interlocuteurs aujourd'hui? Donc, je rappelle François Gentil, Account Manager chez AWS, David Guillaumard, directeur des Practice Cloud chez OBS. Il y avait François Dupont, qui est directeur régional d'OBS, et Émeric de ProtectLine. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de répondre à un tout petit questionnaire. Je vous jure, c'est court, ça prend 2 minutes, c'est tout à fait anonyme évidemment. Pour aller au questionnaire, vous prenez un téléphone portable de ce genre-là, vous prenez l'appareil photo et vous scannez le QR code qui est à l'écran pour le moment, et normalement ça va s'ouvrir dans une page web, et Virginie vient de poster le lien aussi dans le chat. Donc si vous voulez pas utiliser l'appareil photo de votre téléphone, ou s'il n'est pas à portée de main, ou vous n'avez plus de batterie, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est dans le chat également, et la fenêtre s'ouvrira sur le petit questionnaire. C'est super important de nous donner votre feedback, parce que c'est grâce à ça qu'on peut améliorer ce genre de session, s'assurer que le contenu qu'on vous propose correspond le mieux possible à vos attentes. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. François, tu voulais dire un mot pour conclure, ou tu ouvrais juste la caméra pour dire au revoir? L'autre François en bleu, François Dupont. Tu es en mute, François. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci pour les questions que vous avez posées à nos panélistes. La séance est enregistrée. On vous enverra les détails. Et puis, n'oubliez pas de remplir le petit formulaire de satisfaction et de partager vos feedbacks avec nous. Voilà, bon après-midi à toutes et à toutes, et à très bientôt. Au revoir.